Les experts européens. Les experts européens, 15h-16h. Elena Morna. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Céline. Bonjour Elena. Soyez les bienvenus chez les experts européens, l'émission radio qui facilite votre quotidien. Nous parlons aujourd'hui d'un phénomène de société, la randonnée. 2 Français sur 3 déclarent avoir pratiqué la randonnée. Chaque année, la communauté de marcheurs ne cesse de grossir alors que le marché du tourisme, lui, s'écroule petit à petit. Randonnée pédestre culturelle, romantique, gourmande, nature, sportive, spirituelle, urbaine, écolo, solidaire ou encore randonnée de luxe. Il y a de tout pour satisfaire tout le monde. Et il semblerait que la randonnée, c'est l'occasion de se retrouver, de se ressourcer, bref, de se faire du bien. Alors pourquoi pas vous ? Si vous faites partie de cette communauté de marcheurs, si vous avez envie de tenter l'aventure, cette émission est pour vous. Quels sont les secrets du succès des randonnées ? Quels sont les bons plans randonnées en ce moment pendant les vacances de la Toussaint ou pour un week-end près de chez vous ? Les réponses des experts européens. En route, nous croiserons la belle Hortense Yvetin. Pas sûr que ce soit ce qu'on fait de mieux, de plus serein en tout cas pour la randonnée. Randonnée, pourquoi c'est bien et comment se préparer avant le départ, c'est maintenant sur Europe 1. Les experts européens. Elena Morna. 2 experts sont avec moi dans le studio Coluche d'Europe 1 pour vous préparer à avaler des kilomètres avec le sourire, s'il vous plaît. Vanessa Zah, notre experte tourisme que vous retrouvez chaque week-end dans Carnet du Monde avec Sophie Lamoyer. À quelle heure ? Entre 14h et 16h. Le samedi. Le samedi. Voilà. Bonjour Vanessa. Bonjour Elena, bonjour à tous. Avec nous également Isabelle Quenin, notre experte conso qui randonne. Bonjour Isabelle. J'ai beaucoup marché. Bonjour Elena. Non, c'est vrai, dans le Pays Basque. Je sais que vous marchez. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors, juste parce que Isabelle Quenin m'a posé une question juste avant de rentrer dans le studio. Elle m'a dit, écoute Elena, est-ce que tu sais ce qui est plus compliqué entre le GR10 et le GR20 ? Ouais. J'ai dit, bien sûr. Est-ce que je suis calée ? Est-ce que j'ai mon topo guide ? Est-ce que le GR20 c'est 2 fois plus compliqué que le GR10 ? C'est quand même la question qu'on se pose. Oui, alors, Eh bien, ça n'a aucun rapport. C'est pas plus dangereux, c'est pas plus pénible et c'est pas plus long. Ça dépend juste du département dans lequel vous marchez. Alors, il y a plein de GR. Ce sont des classements par département. Vous avez le GR9, par exemple, qui va du Jura à la Côte d'Azur. Le GR65, lui, c'est le chemin de Compostelle. Alors, GR, on précise, ça veut dire grande randonnée. Exactement. Ouais. Le GR10, là, c'est traversée des Pyrénées. Et le GR20, la Corse, de Calenzana jusqu'à Conques. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec, c'est pas plus pénible parce que c'est plus élevé. Il n'y a pas une échelle comme ça. La nationale. C'est pas l'échelle de Richter. Et il n'y a pas que des GR d'ailleurs. Il n'y a pas que des grandes randonnées. Il y a des PR, il y a des petites randonnées. Pour ceux qui ont envie de commencer par ça. 80 000 kilomètres de sentiers de randonnée en France. Ce serait bien le diable si on trouvait pas le nôtre cet après-midi. Voilà. Et on va le trouver. La randonnée, c'est donc le seul secteur d'activité, je le disais, qui ne baisse pas dans le marché du tourisme. Comment expliquer ce succès, Vanessa ? C'est vrai qu'on se rend compte que le marché du tourisme s'écroule de plus de 10% par an depuis 3 ans et le secteur de la randonnée et de l'aventure progresse de 3%. Je crois que les choses sont simples. Les gens ont besoin de se déstresser, de marcher, mais en gardant un esprit pionnier. Et là, finalement, avec la marche, on se déstresse, il y a un retour avec ses limites, on se remet en phase aussi avec la nature, et puis on prend un petit peu de risque. On n'est pas obligé forcément d'être accompagné pour de la randonnée. On peut le faire tout seul. Donc finalement, ça peut aussi coûter moins cher. Et je crois que les gens ont envie de ça et puis ils ont plus envie de se prélasser et de s'ennuyer forcément sur une plage. Ils ont envie de défis, de se défier soi-même aussi. Et alors sur les PR autant que sur les GR, aujourd'hui on peut on peut planter la tente, on peut dormir à la Belle Étoile et puis il y a aussi tout un tas d'hébergements super confortables ou pour les amoureux ou pour les familles. Enfin, c'est de plus en plus confortable. Ouais. Et c'est vrai que ça, toutes les agences l'ont compris, à Libère, Nomade Aventure, Terre d'Ave, voilà, ils ont proposé maintenant ce qu'on appelle des écologes, parce que les gens ont envie justement d'un petit peu de luxe le soir aussi. On n'a pas forcément envie d'être là avec ses chaussettes trempées qui puent. Puis voilà, c'est on peut le dire, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Et donc il y a beaucoup plus de confort. Et puis se sont multipliées des chambres d'hôtes. On n'est plus forcément dans le refuge des bronzés fondus. Alors ce que l'on constate, c'est que la marche fait du bien en tout point. Jérémy Claus, un coach en entreprise qui vient régulièrement chez les experts européens, pratique justement la randonnée et il est avec nous cet après-midi. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous êtes venu souvent chez nous pour nous parler du stress. Justement, on parlait parfois de marche méditative. La marche, ça aide à déstresser ? Énormément. Enfin, moi, je sais que je randonne beaucoup et je prends beaucoup de plaisir à être dans la nature et à contempler la nature. On parlait une fois de pleine conscience, donc justement d'être à l'écoute de ce qui nous entoure.
Donc aussi bien les couleurs, les bruits dans les feuilles, les odeurs en rando, notamment après la pluie, c'est des moments de déconnexion qui sont extrêmement aidants. C'est-à-dire que quand vous êtes stressé, il y a un moment avant et après la randonnée. Ouais, c'est le changement radical. Oui, tout à fait. Il y a même des moments où quand je suis stressé, je vais faire une petite marche, justement, pour déconnecter. Mais pour ça, il faut habiter en ville, à la campagne, parce qu'en ville, ça a l'air compliqué. N'importe où. Non. Moi, quand je vais dans les rues de Paris de temps en temps pour aller d'un lieu de travail à un autre, je regarde les immeubles, je regarde les gens dans les rues, je regarde les voitures passer, et ça permet simplement d'observer mon environnement sans avoir de jugement ou de dire c'est bien, c'est mal, simplement de contempler ce qui est autour de moi. Cette marche méditative ou en pleine conscience, elle suppose donc que vous soyez complètement dans la marche, c'est-à-dire que aucun parasite, quoi. Vous avez une armure autour de vous. Comment ça se passe pour éviter c'est vraiment ce principe de travailler dessus quotidiennement. C'est vraiment des choses simples. Quand je suis dans le métro, j'observe ce qui se passe dans le métro. Quand j'écoute de la musique, je suis en train d'écouter ma musique. Quand je suis dehors, je contemple le soleil et la couleur sur les arbres, etc. C'est vraiment cet instant je dirais à chaque moment qui permet de ne plus être dans ses préoccupations quotidiennes et vraiment d'être dans sa bulle. De s'en extraire, temporairement, pour pouvoir derrière revenir avec plus d'énergie à traiter ces sujets de préoccupation. Merci Jérémy. Alors Vanessa, justement, les professionnels du tourisme ont flairé le bon filon. Les packs rando sont dans tous les catalogues et pas seulement des randonnées pédestres. Là, on parlait des randonnées pédestres urbaines avec Jérémy, mais on peut aussi randonner à cheval, à vélo. Partout. Alors, pour revenir sur les randonnées urbaines, il y a Nomade Aventure qui a fait plein de packs dans différentes villes de France, à Paris et à Lyon, parce que les gens ont le plaisir de marcher. Il y a 28 millions de Français qui marchent pour le plaisir, pour se déstresser justement. Et après, au niveau justement du tourisme, il y a 5 millions de randonneurs. Donc, ils ont en effet compris le filon, comme vous dites, et ils ont multiplié les offres. Vous pouvez faire maintenant de la randonnée, des combinés. Donc vous combinez la marche et le kayak, des randos bateaux aussi, à Talente en propose énormément, les randonnées chamelières évidemment, avec Point Afrique, et puis vous avez toutes ces randonnées aussi en vélo, on oublie, mais le vélo c'est 8 millions de séjours touristiques, et ça coûte en plus beaucoup moins cher. Vous en avez beaucoup justement dans la vallée de la Loire pour visiter les châteaux, très sympa à faire pour la Toussaint avec les enfants, ça justement. Et à cheval, ce qu'on dit aussi, c'est que, puisque vous parlez de stress, c'est que on arrive à adopter le rythme cardiaque justement du cheval qui apaise énormément. Voilà. Et justement, il y a eu beaucoup d'études de santé qui ont été faites justement pour sur les bienfaits de l'équitation sur des enfants autistes ou parce que justement vous êtes tellement en communion avec votre animal que vous évacuez. Faut quand même s'y préparer parce qu'au bout d'un moment on doit avoir mal aux fesses. Moi je suis très cash, très pratique. Si, j'ai déjà fait et c'est vrai que toute une journée à cheval, il faut que la selle soit confortable. Vous vouliez ajouter quelque chose, Isabelle? D'une façon générale, dès qu'on pense et dès qu'on parle randonnée, il faut se préparer. Déjà se préparer à manger différemment, parce que vous allez partir 3 jours. Ce serait quand même dommage que ce soit bousillé par une digestion un petit peu compliquée. C'est vrai que vous allez changer. Vous savez, on dit souvent que pour la randonnée, il faut manger peu, mais souvent. Ce qui n'est pas du tout le cas que l'on a. Exactement. On ne mange pas comme ça le reste du temps. Donc c'est vrai qu'une randonnée, moi j'écoutais Vanessa, mais à chaque fois, moi je suis le verre à moitié vide, elle est le verre à moitié plein. Il y a beaucoup d'enthousiasme, et pour garder cet enthousiasme, il faut quand même se préparer à la randonnée. On ne part pas avec n'importe quelle chaussure, on part pas n'importe où, on part pas sans avoir des boussoles, des GPS ou alors des cartes. Assurance aussi. Exactement, et on part pas sans se renseigner sur l'itinéraire que l'on va faire. Vous disiez que c'est super, on se retrouve entre copains. Une randonnée qui devient trop compliquée peut virer au cauchemar un petit peu. Il y a suffisamment de films où on les voit tous s'engueuler parce qu'on marche pas à la même vitesse, on n'a pas la même exactement, pas la même endurance. Partir randonner en couple, parfois on peut y laisser un peu de sa sérénité conjugale. Et on évite de partir seul, surtout si on le fait, en tout cas on prévient. Ou on a un GPS sur soi. On a un GPS sur soi, et puis on regarde la météo, surtout, ça va. Léna, vous n'allez pas nous... non. Regarde la météo avant de partir. Méfiez-vous des GPS. Le GPS, c'est fragile. D'abord, ça peut casser. Deuxièmement, s'il n'y a pas de batterie, vous faites comment pour qu'on vous retrouve? Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne boussole et puis des cartes. Mais avant de partir, sachez utiliser une boussole et puis des cartes, parce que essayer de trouver le nord sur une boussole ou trouver les azimuts et moi, les directions, il vaut mieux s'entraîner. Je sais où est le nord toujours. Et en effet, on part pas sans topo guide. Et il y a beaucoup de pays, d'ailleurs des pays d'Asie surtout, qui n'ont pas de topo guide. Donc on part accompagné dans ces cas-là. On ne part pas tout seul comme en Amérique du Sud, parce qu'il y a des gens qui partent, mais faut partir accompagné. C'est pas balisé comme en Europe. Formule définitive, la rando, ça s'improvise pas.
Exactement. La rando, ça s'improvise pas. Que faut-il savoir avant de partir? Quels sont les itinéraires en France et ailleurs sélectionnés par nos experts? Les réponses après la pause et un guide en or. Hortense Yvetin pour une divine balade. À tout de suite. Randonnée, quels sont les avantages et les bons plans? Vous aimeriez vous lancer? Par où faut-il commencer? Quels sont les bons plans rando du moment? Elena Morna et les experts européens vous servent de guide. N'hésitez pas à partager vos plus beaux itinéraires et vos pires cauchemars de randonneurs sur la page Facebook des experts européens. Vanessa Zaza et Isabelle Quenin sont les experts européens et voici la cheftaine des experts, Hortense Yvetin. Hello Hortense. Hello Elena, bonjour tout le monde. J'ai cru comprendre que vous avez fait un blocage sur cette chronique par rapport au sac à dos. Non, parce que les randonnées, c'est super. Surtout pour les gens qui aiment marcher en milieu hostile avec un bâton, manger des sandwichs et boire de l'eau tiède dans des tasses en métal. Pour les autres, c'est déjà beaucoup moins marrant. Moi, je vois Nathalie, elle adore marcher. En groupe, à deux, avec des ânes et surtout toute seule. Parce que quand tu as accepté une fois de te balader avec Nathalie, en général, tu fais pas deux fois. Non, je l'ai fait une fois. Je suis partie à pied, je suis rentrée en stop. Parce que moi, la randonnée, c'est marrant quand ça dépasse pas les 20 minutes. On cueille des fleurs, on ramasse des murs et puis après, on rentre à la maison. Mais le problème avec Nathalie, c'est que tu sais quand tu pars, tu sais jamais quand tu rentres. Elle, c'est pas de la détente, c'est un moyen de transport, la marche. Pourquoi faire 30 minutes de TGV si on peut faire 6 jours de marche à pied? Bah oui, pourquoi? Je me posais la question, c'est bête. Non, alors c'est pas que j'aime pas la balade, c'est le style randonneur, c'est pas moi. Non. Je me reconnais pas. Moi, le Bermuda, les grosses godasses, les grandes chaussettes en laine qui montent au-dessus des genoux, ça me va pas. Et surtout, je porte très mal le sac à dos avec la petite gourde qui se balade sur le côté. Alors ce qu'ils ont en plus, les sacs à dos de randonneurs, on n'a jamais vu ça ailleurs. Non. Le sac à dos du randonneur, quand tu le poses par terre, il est plus grand que toi. Du coup, tu peux jamais regarder derrière toi sans faire demi-tour. Tu es obligé de faire un tour à 180 degrés pour voir ce qui est pratique. Ah non, le sac à dos en randonnée n'est pas ton ami. Faut savoir aussi que si tu te penches un peu vite, il a vite fait t'entraîner là où t'as pas du tout envie d'aller. C'est-à-dire en bas de la pente. Alors Nathalie me dit qu'il n'y a pas mieux pour se découvrir, pour découvrir la nature, pour admirer la campagne que la randonnée. C'est vrai. Alors oui, c'est sûr que Nathalie, elle est incollable sur le nom des fleurs des champs. Elle sait même celle que l'on peut manger ou pas. C'est super. Enfin, à part si elle participe à Question pour un champion rubrique botanique, ça sert quand même pas tous les jours de savoir cuisiner le coquelicot. Koh-Lanta peut-être. Voilà. Alors, elle me dit aussi qu'en randonnée, tu peux aller à la rencontre des animaux. C'est vrai que grâce à Nathalie, j'ai rencontré des hérissons vivants. Je savais pas que le hérisson n'était pas un animal plat. Ben, j'en avais déjà vu, mais en voiture, sur le bord de la route. C'est moins convivial comme rencontre, surtout pour le hérisson. En fait, les seules randonnées que moi je veux bien faire, c'est avec la carte bleue de mon mari, dans les grands magasins, pendant la période des soldes. Voilà, comme ça c'est fait. Ok. Bon ben, on ne risque pas donc de croiser Hortense Yvetin à plus d'1 kilomètre de chez elle. De la route de chez elle. Merci. Alors avant de partir, vous nous le disiez, Isabelle, il y a quand même 2-3 choses à faire. Le premier accessoire, c'est donc de se procurer et d'étudier les cartes de sentier. Décryptage. Il y a plein de cartes. Il y a plein de cartes pour tous les sentiers. Bien sûr, vous les procurez sans aucun... Alors déjà, il y a un site qu'il faut à tout prix consulter avant de partir. C'est la Fédération française des randonneurs. Déjà parce que vous savez que chez eux, il y a 7000 bénévoles qui chaque année entretiennent tous les sentiers. Vous savez, tous les marquages que vous avez, c'est pas les marquages lumineux au sol comme dans les avions, mais vous avez sur chaque sentier, vous avez donc des petites flèches, des petits signes. Donc déjà, il faut savoir les reconnaître. Mais déjà, il faut penser qu'il y a 7000 personnes chaque année qui les entretiennent pour qu'on puisse randonner en toute sécurité. C'est un bon job, ça. Ça, c'est déjà un très bon job. Après, donc, on peut leur demander des conseils, savoir quel itinéraire, quelle randonnée on peut faire, suivant notre niveau. Et puis après, on va s'équiper. Et première chose que l'on fait, on va s'acheter des cartes. Alors, les cartes, il en existe de plusieurs sortes. Vous avez les cartes qui correspondent à 1/25 millième. La carte 1/25 millième, c'est la plus répandue. C'est 1 centimètre égale 250 mètres. Ce qui veut dire que dans 1 centimètre, c'est pas énorme. Il y a quand même une foule d'informations. On sait quand il y a des cours d'eau, on sait quand il y a des grottes, on sait quand ça monte, on sait quand ça descend, on sait tout ça. Alors, on fait attention avec son sac à dos de ne pas se retrouver en bas de la pente. Exactement, ça va accélérer la vitesse dans la descente. Après, vous avez donc, ce sont des cartes qui sont fournies gracieusement par l'Institut géographique national, donc qui les édite. Il y a 1713 cartes disponibles. Vous avez la série bleue et la série top 25. Alors, le problème de ces cartes, si vous voulez, c'est qu'il faut en avoir plusieurs si on veut marcher longtemps. Parce qu'en fait, par exemple, pour la première, elle couvre qu'une superficie, une valise à 14 km, donc il faut prévoir la carte suivante. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a quand même une uniformisation de la lecture, pour toutes ces cartes, par exemple. Le nord, c'est toujours en haut de la carte. C'est-à-dire que si c'est écrit
A à l'envers, c'est que vous êtes dans le évident sud. que ça, elle a Mais raison. non, c'est pas évident du tout. Hein. Après, vous avez des codes couleurs. Par exemple, tout ce qui est l'eau, ce sera marqué en bleu. Mais par exemple, est-ce que vous saviez que tout ce qui est végétation, c'est en vert, mais quand ce sont des terres agricoles, c'est en blanc. Donc là, on dit, tiens, je vais pouvoir traverser. Et non, vous ne pouvez pas. Les falaises sont en noir. Exactement. Donc vous avez un code couleur qu'il va falloir maîtriser. Mais c'est légendé tout ça quand même. Ben oui, mais quand vous êtes dans votre carte, vous n'allez pas non plus passer du temps à chercher toutes les légendes. Quand même un peu Donc il faut quand même les savoir un petit peu avant. Vous avez la représentation du relief. C'est comme si on découpait. Vous savez, c'est le nivelé. Donc là, c'est comme si votre montagne, elle était coupée par tranches de 10 mètres. On vous indique tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de courbes qui représentent donc assez dénivelé, plus il y a de courbes, ça veut dire que plus ça monte. Donc ça, c'est pas évident de le savoir. Moi, il y en a, plus c'est plat. Donc ça, il faut savoir à tout prix avant de partir, vous familiariser. Sans ça, vous allez perdre un temps fou avec la topo. Vous allez perdre un temps fou avec votre carte. Et donc, plus on perd de temps, plus on s'énerve, plus on s'engueule, et moins ça va. Alors, question matérielle, évidemment, le choix des chaussures, c'est essentiel. Il faut faire attention à quoi, Isabelle ? Il faut prendre une bonne semelle. Alors déjà, il faut savoir partir. Faut l'audace du débutant, mais pas trop. Il faut savoir adapter sa chaussure à son terrain. Il faut pas hésiter quand vous allez les acheter dans des magasins à faire deux choses. La première, vous allez plier violemment votre semelle. D'accord. Si la chaussure plie, le type non mais ça sert. Ça veut dire que tu auras pas mal au pied quand tu vas marcher. Ça veut dire qu'on aura pas mal au pied. Si vous la pliez, si la chaussure arrive à plier complètement, vous oubliez. La semelle, elle est pas bonne. Il faut prendre des semelles type Vibram. Alors là, on rigole, mais c'est les chaussures des militaires et des pompiers. Donc ce sont des semelles qui sont résistantes et qui vont faire qu'entre des cailloux et votre petit pied potelé, il y aura quand même quelque chose qui va vous protéger. Vous aurez pas mal aux pieds. Après, quand vous mettez vos chaussures, on vous donne, vous savez, quand on va chez Decathlon, Go Sport, tout ça, on vous donne un plan incliné pour tester la chaussure. Ça suffit pas. Allez la tester dans les escaliers du magasin pour voir quand vous montez, quand vous descendez vos marches, comment vous vous sentez. Il faut que la cheville soit tenue, mais pas trop. Plus la cheville elle est tenue, plus là on est dans une marche un petit peu, dans une randonnée un petit peu technique, un petit peu sportive, mais ça veut dire que votre chaussure va être plus lourde. Donc si vous faites une randonnée sur un terrain plutôt plat, prenez des chaussures basses ou alors à moyenne tige, ce sera suffisant. Prenez des chaussures en toile qui vont respirer plutôt que des chaussures en cuir qui vont être plus lourdes, et surtout au retour de randonnée, il va falloir vous les entretenir. Donc ça, c'est des petits détails. Posez les bonnes questions, prenez des crans. Si vous prenez des semelles qui sont pas assez crantées, vous risquez de glisser sur les cailloux ou sur de l'herbe mouillée. Donc ça, ce sont des questions à vous poser. Là aussi, il faut être en adéquation, il faut que votre chaussure soit en adéquation avec le terrain que vous allez pratiquer. Et on les essaye avant surtout. Et des chaussettes en coton, parce qu'Hortense, vous parliez de chaussettes en laine. Faire très attention, c'est très important. Si vous avez une ampoule au bout d'une demi-heure, votre randonnée, elle est pliée. Ça fait mal. Alors, il faut aussi qu'on parle du sac à dos, parce que le sac à dos, pour éviter qu'il soit plus grand qu'Hortense. C'est la règle des 20%. C'est-à-dire qu'il faut qu'une femme porte 20% de son poids. Un homme aussi, une femme de 55 kilos, il faut qu'elle ait un sac à dos qui pèse 11 kilos. Un homme de 80, il faut qu'il ait un sac à dos de 16 kilos. Donc, écoutez, si c'est trop lourd, vous le videz et vous regardez. Et surtout, quand vous le remplissez, c'est un peu comme la valise. Il y a une technique de base. Il faut pas ça brinque-balle à l'intérieur parce que ça va vous déséquilibrer. On met le plus lourd au fond. Et bien sûr, ce dont on a besoin, on va le mettre sur le dessus. Mais il faut lester. Il faut qu'il n'y ait rien qui ballotte au niveau du dos. Sans ça va vous faire mal. C'est-à-dire que tout ce qui vous dérange au bout d'une demi-heure, vous imaginez 4 heures de marche, c'est un enfer. Donc on remplit son sac à dos, tout ce qui est lourd va au fond. Et moi je dirais met les sangles pour le tenir bien autour de votre taille pour pas que ça bouge. Ce que me dit Thomas Caillet là dans le casque, c'est Elena, il va falloir faire la pub parce que c'est important, et Elena, ça ne doit pas dépasser 11 kilos, sinon on fait pas plus de 10 km. Ok, on va aussi parler... Elena fait moins de 55 kilos. On va parler, La chance. On va parler aussi de la trousse de secours essentielle, et puis nous parlerons aussi des bienfaits des randonnées. Vanessa vous a justement sélectionné des itinéraires pour vous, chers auditeurs. On commence par une semaine verte et sportive dans les Cévennes sur les traces d'un certain Stevenson. À tout de suite. Randonnée, quels sont les avantages et les bons plans? La randonnée vous tente? Par où commencer? Vous voulez en savoir plus sur les randonnées spirituelles, sportives ou culturelles? Suivez le guide Elena Morna et les experts européens Isabelle Quenin et Vanessa Za. Ils vous conseillent jusqu'à 16h. Alors Vanessa, je sais que vous avez sélectionné quelques itinéraires pour nos auditeurs, mais je voulais juste qu'on revienne parce que c'est essentiel. Avant le départ, on prépare sa trousse de secours, Isabelle. Il faut qu'il y ait 2 trousses en fait. Il y a la trousse pour tout le groupe, donc ça c'est généralement celui qui est le chef qui a le droit de porter la trousse, ce qui permet de ou continuer la randonnée
randonner dans de bonnes conditions ou d'attendre des secours. Alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui est par exemple suffisamment aguerri pour pouvoir poser un peu comme un strapping, c'est-à-dire que si vous avez une entorse, bon souvent ce qui se passe ce sont les chutes, c'est la cheville qui est mal tenue qui tourne dans la descente, on se blesse, donc il faut du désinfectant, il faut des sparadraps, il faut des bandes, il faut quand on tombe effectivement, il y a Vanessa qui me fait des signes, tu tombes, tu mets les mains devant, effectivement on peut s'écorcher, donc il y a tout ça, donc il y a déjà prévoir la trousse de pharmacie pour tout le monde pour pouvoir attendre les secours ou continuer avec la couverture de survie, hein. Exactement, parce que généralement en montagne le temps change vite et puis on se refroidit vite, puis dès qu'on s'arrête on se refroidit, donc il faut se réhydrater, il faut donc penser à tout ça. Et puis deuxièmement il y a la trousse qu'on doit prévoir nous, c'est-à-dire la trousse avec nos petits bobos particuliers, mais ça on va pas la faire porter par l'autre. Donc c'est tout ce qu'on sait, c'est-à-dire les antidiarrhées, les collyres si on a mal aux yeux, les spasfons, les paracétamol, tout ça. Les pansements pour les ampoules. Exactement. Ça, vous savez, vous avez des pansements spécifiques ampoules maintenant et c'est quand même très très bien fait. Mais Vanessa le disait, on ne part pas, contrairement à ce que croit Hortense qui recycle le matériel de sa maman pour la rando. C'est fini les grosses chaussettes de laine. C'est surtout pas ça. Hein. Faut vraiment quelque chose qui... Ça paraît tout bête, mais... L'ampoule, c'est la mort du randonneur. Surtout du randonneur débutant. Après, il a aucune envie de recommencer. Et après, le problème, c'est que vous pouvez pas ralentir tout le monde en disant j'ai mal aux pieds. Donc voilà, il y a deux trousses de secours à prévoir absolument. Allez, on part à pied, on part dans les Cévennes, Vanessa, maintenant. On part avec Stevenson. C'est un peu lui, en fait, qui a lancé Robert-Louis Stevenson, le papa de l'île au trésor. Exactement, l'Écossais. C'est lui un peu qui a qui a créé la randonnée plaisir. C'est-à-dire qu'on se balade sans but précis. C'était vraiment le plaisir. Est-ce que vous savez pourquoi il est venu déjà dans les Cévennes? Vous savez ou pas? C'est pas avec sa femme Fanny, là, qui était... En fait, il était amoureux d'une femme, d'une belle américaine qui était déjà Fanny. mariée. Ouais. Voilà. Et il est venu se consoler chez nous. Voilà. Et puis se ressourcer. Puis c'est surtout qu'il avait des gros problèmes de santé. Et il avait besoin d'un climat doux. Voilà. Et autre chose, il avait besoin de se immerger dans les... Cévennes. Non, dans les problèmes religieux qu'il trouve en Écosse. Parce que c'est le pays de quoi, les Cévennes? C'est le pays des Camisards. D'accord. Voilà, donc les protestants et les catholiques. Donc voilà, et donc... il a donné le nom au fameux GR70. Donc, c'est le chemin de Stevenson. C'est la fameuse route qu'il empruntait avec Modestine, son petit âne. Voilà. Et donc, vous pouvez aujourd'hui partir de Monastier sur Gazeille à Saint-Jean-du-Gard, refaire le chemin. Il fait 220 km. On n'est pas obligé de tout faire. On peut le faire par étapes. Et c'est surtout que c'est un truc très sympa à faire en famille. En 60 jours, hein. Avec des enfants. Oui, pour vous, oui, en 60 jours. Vous pouvez le faire un week-end, un week-end, ou le faire sur 14 jours à peu près. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des loueurs d'ânes sur le chemin. C'est sympa, ça. Et ça, vous pouvez le faire avec vos enfants. Ouais. Ils portent les enfants. Ils peuvent vous porter vous aussi. Ils peuvent porter le sac à dos et le sac à dos. Est-ce que ce sont des ânes sympas? Parce que vouloir faire avancer un âne qui veut pas, on peut y rester sur le sentier. Ils sont dressés pour ça. C'est pour ça ils ne font que ça. Et c'est vrai que c'est magnifique. Vous traversez le parc national des Cévennes et puis vous traversez le mont Lozère avec des plateaux granitiques. Si vous partez à la Toussaint, en revanche, attention, c'est très beau, mais il fait légèrement frisquet, donc on se couvre, voilà. Et il y a un forfait que la pèlerine propose. On est sur 485 € par personne, âne inclus, et tout inclus, hébergement, demi-pension, et vous arrêtez dans des petits hôtels, des petites chambres d'hôtes. Voilà, tout est aménagé. Ouais. La seule chose, il va falloir simplement que vous déboursez un petit peu d'argent pour nourrir votre âne. Ça, ce n'est pas compris dedans. Bon. Voilà, il y a Terre d'Aventure qui propose aussi la même chose, mais la pèlerine, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. D'autres balades et une nouvelle façon de marcher avec le fondateur de l'art de marcher, une marche consciente, le yoga de la marche afghane, ça vous dit? Ce sera juste après la musique avec les experts européens. Les randonneurs sont à l'honneur chez les experts européens. Nous sommes toujours en très bonne compagnie avec Isabelle Quenin et Vanessa Za. Et avec nous au téléphone, Daniel Zanin. Il est fondateur de l'art de marcher et du site écoledelamarche.org. Bonjour Daniel. Bonjour Elena, bonjour les experts. Bonjour. Alors vous proposez l'apprentissage de différentes marches. Quelles sont les différentes marchés? J'ai vu par exemple la marche consciente. De quoi s'agit-il? En fait, tout ça, ce sont des mots. J'étais obligé de mettre des mots il y a 20 ans sur une approche de la marche qui effectivement est un art de marcher, puisqu'en fait, en mettant en pratique tout ce que j'enseigne, n'importe quelle personne, je dirais, peut envisager sereinement n'importe quel trek, n'importe quelle randonnée. Mais c'est surtout basé, bien sûr, sur le fait que quand on marche, on est pleinement prêt, pleinement dans la marche et pas simplement en train de parler. Et donc, ça demande vraiment, je dirais, d'être présent au son souffle, comment on marche sur le sol, comment, effectivement, si on se sert des bâtons, comment on s'en sert. Donc, c'est effectivement une vraie méthode. C'est pas simplement de la philosophie. Et le mot marche consciente, c'est aussi utilisé dans d'autres pratiques, le yoga,
le zen, enfin d'autres mouvements, je dirais, qui sont pas tout à fait que de la marche. Mais en fait, ce que je partage, c'est vraiment une façon de marcher dans laquelle on va apprendre à mieux respirer, parce que beaucoup de personnes ne savent pas respirer, comment on va monter, comment on va descendre toutes les pentes les plus raides sans se faire mal aux genoux, et ça, je sais que c'est vraiment aussi numéro 1 de nombre d'auditeurs. Et donc, c'est tout à fait concret, apprendre aussi à intégrer avec cette marche consciente, aussi la marche afghane. Et alors, c'est quoi justement la marche afghane? Parce qu'on en parle beaucoup, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ouais, il y a 20 ans, j'ai trouvé ça dans les oubliettes, donc maintenant tout le monde en parle, mais en fait, c'est simplement synchroniser les pas sur le souffle en mettant différents rythmes. Et en fait, ceux qui pratiquent le yoga vont s'y retrouver très facilement, parce que si on regarde vraiment ce que c'est au niveau des rythmes, c'est ce qu'on peut trouver dans le pranayama, qui est la science du souffle. Et je dis toujours en rigolant le matin, quand je présente ça dans les stages, qu'en fait les Afghans ne savent pas qu'ils marchent afghan, quoi. C'est parce que Siegler a écrit un livre là-dessus, mais pour eux, c'est tout à fait naturel. Depuis le tout petit, ils font ça, quoi. Alors, vous avez parlé de 2 choses importantes. Là, j'aimerais qu'on revienne dessus. Oui, d'abord, la différence entre le trek et la marche. Ouais. Et la randonnée. Oui, en fait, c'est quand je vois actuellement marqué trekking en France. J'ai envie de dire que c'est un peu du marketing, parce qu'en fait, si on reprend vraiment l'étymologie du mot trekking, c'est le mot afrikaner trek, qui vient de grand trek qui s'est passé dans les années 1845 en Afrique du Sud, où les Boers, fuyant les Anglais, sont partis avec armes et avec bagages. Donc on peut dire que un trek a toujours cet esprit de partir vers l'avant avec une espèce de petite équipe, avec les porteurs au Népal, avec des animaux ailleurs. Donc la randonnée, c'est une randonnée, mais avec, je dirais, tout cet esprit d'avancer avec une petite équipe, pas simplement aller de refuge en refuge. Moi, faire un trek en France, ça n'a pas tellement de sens. D'accord. Vous avez parlé d'une deuxième chose, et moi je croyais que c'était réservé à la marche scandinave, ce sont ces fameux bâtons. Mais en fin de compte, tout le monde peut s'en servir. Comment on s'en sert? À quoi ça sert exactement? Alors, c'est tout à fait rien à voir avec la marche nordique. Vous avez cité un site qui est le site de l'école, mais mon site c'est marcheconsciente.com, sur lequel vous allez pouvoir voir un film de 20 minutes de la télévision suisse romande qui montre vraiment tout ce qu'on peut partager dans la marche. Et en fait, les bâtons de marche, j'ai formé des guides et accompagnateurs qui étaient étonnés effectivement de s'apercevoir qu'ils s'en servaient mal. Les bâtons de marche, on ne met jamais les mains dans les dragons. On les déplie jusqu'à peu près à hauteur des aisselles pour pouvoir ensuite avoir toujours la possibilité d'avoir les mains qui montent et qui descendent. D'accord. Pour avoir toujours les mains au même niveau quand on pousse. Isabelle, vous vouliez ajouter quelque chose sur le choix des bâtons ? Alors sur le choix, c'est en fait sur la nécessité. C'est vrai que c'est très bien parce que généralement quand on démarre dans la randonnée, on est encombré par ses mains. C'est-à-dire que soit on les laisse balancer comme ça le long de son corps, soit on les bloque et là c'est vraiment pas bon. On les bloque dans le sac à dos. Voilà, exactement. D'ailleurs, ils font des petites anses. Et là, c'est pas terrible pour la circulation, si vous voulez. Alors que le fait effectivement de avoir un bâton, on a donc les bras qui sont à la bonne hauteur et puis surtout on a, et ce qui n'est pas mal, on a un point d'appui supplémentaire. Alors c'est vraiment une technique à avoir. Alors on dira bon, effectivement le sac à dos c'est indispensable, le bâton c'est facultatif, sauf que à partir du moment où on essaye de marcher avec des bâtons, et ben vous allez voir qu'après on peut plus s'en passer. C'est vraiment quelque chose qui a un prolongement et qui aide à bien placer son corps. Et quand on fait de la marche, effectivement il y a la respiration, mais il y a toute cette gestuelle et le bâton nous aide énormément. Daniel, une bonne rando là pour un week-end en octobre ou en novembre, ce serait laquelle d'après vous? Ouf, alors là il y en a tellement. Moi je pars cette semaine sur le très beau circuit de Collioure à Cadaqués, qui en cette période de l'année est absolument magnifique. C'est où? Collioure à Cadaqués, c'est de Perpignan, sur la côte d'Ormeil, entre Collioure et la célèbre ville de Cadaqués où était Salvatore Dali. Donc c'est vraiment une très belle randonnée avec des points de vue magnifiques, parce que chaque jour on gravit 500-600 mètres de dénivelé. C'est pour ça que par rapport au bâton, c'est absolument indispensable d'être dénivelé à la montée et à la descente, puisqu'on économise 30% d'économie à chaque pas, et la montée et la descente, ça nous sécurise, ça amortit les articulations, enfin bref. Je pourrais parler pendant 2 heures de tout ça parce qu'en fait... vous reviendrez, Daniel. Merci beaucoup pour votre intervention. Vanessa, vous vouliez juste ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit? Une balade, non? La seule chose, c'est que, en effet, la marche nordique fonctionne, excusez-moi du jeu de mots, mais énormément. Et c'est vrai qu'il faut penser à cette période de la Toussaint, à pouvoir aller en Suède, en Norvège, mais en Islande aussi. Magnifique. Là aussi, de très belles balades. Avec Grand Nord, Grand Large, on propose beaucoup. Allez-y, ça reste, entre guillemets, accessible, parce que là c'est encadré, donc il y a quand même un prix, mais c'est un bon produit qu'ils proposent. À suivre le témoignage de Marie qui nous a contacté sur europe1.fr. En fait, après un burn-out, elle est partie sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et elle a changé de vie. À tout de suite.
Les randonnées à l'honneur chez les experts européens. Pourquoi nous font-elles du bien? Comment choisir l'itinéraire qui vous convient? Quels sont les circuits sympas à faire en ce moment? Elena Morna et les experts européens vous conseillent jusqu'à 16h. Et nous sommes au téléphone avec Marie qui nous a contactés sur europe1.fr. Bonjour Marie. Oui, bonjour Elena. Alors, la randonnée a changé votre vie. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors en fait, il y a 10 ans de cela, je suis partie faire Saint-Jacques-de-Compostelle, donc à savoir 1600 km à pied, où on traverse la France et l'Espagne. Vous avez fait tous les chemins, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait par étapes en plusieurs années comme beaucoup le font? Pas du tout. Non, je l'ai fait en 2 mois. Et donc, en fait, il s'est avéré que j'avais une activité commerciale où je n'étais absolument pas présente à la maison. Je partais du lundi au vendredi et puis, voilà, un jour, j'ai décidé de tout quitter et de partir faire ce chemin. Alors, pour qui, pourquoi, ne me demandez pas. Je ne sais pas encore aujourd'hui, 10 ans après. Mais par contre, ça a changé ma vie complètement. C'est-à-dire que j'avais extrêmement mal au dos parce que je faisais beaucoup de voitures, etc. Et la marche et ce chemin en particulier, parce que je faisais quand même beaucoup de montagnes, a bouleversé et changé ma vie. Donc, alors j'y ai quand même perdu tous mes ongles de doigts de pied en 2 mois. J'ai fait beaucoup de tendinite, etc. Mais je marchais tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente. Et Dieu sait que quelquefois c'est un petit peu compliqué à gérer tout cela. Et il s'avère qu'arrivé là-bas, j'avais fait une promesse en disant un jour je ferai quelque chose par rapport aux pieds parce que j'en ai quand même un peu souffert. Et voilà, 10 ans après, en fait, voilà, je change complètement de vie. Donc, j'ai continué donc à faire un peu de commercial et je suis devenue réflexologue avec une terrible sérénité dans la vie. En fait, il y a la Marie d'avant, le Saint-Jacques-de-Compostelle, et la Marie après. Donc, la Marie d'avant était toujours énervée, excitée, voilà, elle parlait très fort, voilà. Et maintenant, la Marie ne s'énerve plus, est très calme, très posée et très en adéquation avec ce qu'elle veut faire, voilà. Isabelle, pourquoi vous dites terrible sérénité? Pourquoi terrible? Sérénité, c'est serein. Ouais, mais c'est tellement fort. Je pense que c'est plutôt ça. C'est que, vous savez, quand on marche pendant 2 mois, c'est pas anodin, je pense. Et c'est après, en fait, qu'on se rend compte de ce que l'on a fait, de ce que cela nous apporte, en tous les cas. Et il est vrai que de marcher comme ça, seule, parce que je suis partie seule, ça a été une telle liberté, une telle sérénité, mais une telle épreuve également physique, parce que c'est pas anodin de marcher comme cela tous les jours. Et que aujourd'hui, en fait, c'est comme si plus rien ne pouvait m'atteindre. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup. Vanessa, vous avez aussi une randonnée justement sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais à vélo. Oui, mais justement, ça peut être pour sa fille. On pourrait partir à vélo en attendant qu'elle puisse marcher. C'est la pèlerine qui propose ça. Et en fait, on vous propose de faire une partie française sur 11 jours et 10 nuits et 9 jours de vélo, mais aussi côté espagnol sur le même temps. Alors du côté français, vous partez entre Lyon et Toulouse, donc vous suivez la Via Agrippa qui avait été tracée par les Romains, c'est la plus ancienne de tous les temps, et vous partez donc de la cathédrale du Puy-en-Velay, donc qui est quand même le point de départ du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc vous êtes quand même déjà porté par ou la religion ou la spiritualité, et là vous allez donc traverser une partie du Rouergue, vous allez traverser donc Conques, qui est quand même un des endroits incontournables et magiques du chemin. Vous allez passer par Saint-Cirque-la-Popie, qui pour moi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais un des plus beaux villages de France. Vous allez passer par Figeac, traverser la Garonne, vous allez rentrer dans le pays des mousquetaires. Et d'ailleurs, il y a un petit village qui s'appelle Auze qu'il ne faut pas manquer parce qu'il y a un petit prieuré magnifique, plein de charme et des vieilles maisons. Avec les auditeurs, on se donne tous rendez-vous à Auze. Et ça, faut pas le rater. Donc voilà sur la partie française. Et puis la partie espagnole, on vous emmène en plein cœur donc de la Rioja. Vous savez, c'est toute cette région viticole jusqu'à Burgos. Donc vous allez de Burgos à Léon, vous allez traverser des plateaux secs et rocailleux qui donnent d'ailleurs une impression très particulière pour le pèlerin. Vous êtes à même avec la nature, c'est assez sec, mais ça vous donne une impression. On est encore à quelques 500 km de Saint-Jacques, là. On n'y est pas. On n'y est pas, mais c'est vrai que c'est un des lieux très forts qui a été très très chargé pour le chemin de Saint-Jacques. Puis vous allez après passer par des villages très typiques, Rabanal del Camino, Molina Seca. Enfin, bon, je vais pas vous tous vous les donner. Mais c'est un chemin à faire. Mais c'est un chemin à faire.
très important, surtout qu'à la fin, vous allez donc passer Santiago, le Monte de Gozo. Donc Santiago, c'est Saint-Jacques en espagnol. En espagnol, et vous allez arriver sur le parvis de Santiago. Devant cette cathédrale. Voilà, au bout du chemin. Et voilà, c'est vrai que c'est très très chargé, même si je pense qu'on n'est pas fervent catholique, mais on parle de spiritualité tout à l'heure. Voilà. Et donc ça, on est autour de 930 000 euros pour les 10 jours. D'accord. Et côté pour français, une personne? Pour une personne. C'est un peu cher, Vanessa. C'est un prix, mais vous êtes quand même à vélo, vous ne marchez pas, et tout est compris. La pension complète. Allez, le GR20, vous en rêvez. On y va dans quelques instants avec Vanessa Za. Et puis, destination Maroc aussi, où il y a de nombreuses balades. Il y en a dans le désert, il y en a aussi dans l'Atlas. On vous en sélectionne une. Ce sera après la musique sur Europe 1. Nous suivons les traces des randonneurs avec les experts européens, Vanessa Za et Isabelle Quenin. Vanessa, j'ai dit que vous nous emmeniez sur le GR20, mais j'ai tout faux. En fait, vous avez sélectionné justement un autre itinéraire. Non, mais c'est pour changer, pour sortir des sentiers battus. Parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué, hein. C'est sportif, parce que le GR20, ça suit l'arête montagneuse de toute la Corse du nord au sud. C'est splendide. Mais si on veut commencer par autre chose en Corse, moi je vous propose les chemins transversaux des bergers, en fait. Tous les chemins de transhumance. Et là, vous êtes entre la mer et la montagne. C'est plus facile, c'est plus varié. Il y en a un particulièrement que moi j'adore. C'en est un qui se fait sur 10 jours. Ça s'appelle le Mare e Montinor. Voilà, vous allez de Carenzana à Carges. Donc vous suivez en fait toute la côte, vous avez des paysages surtout magnifiques, et vous avez le sentier de la transhumance aussi, qui se fait sur 5 jours, et qui là se fait aussi de Carenzana à Corsia. En fait, vous passez par Corté, et vous êtes vraiment là sur l'itinéraire millénaire des bergers. Regardez, on vous en propose plein justement entre mer et montagne. Et puis il y a des petits lacs, des petites rivières dans lesquelles on peut se baigner, les petits ruisseaux. C'est fabuleux. Et puis d'être en effet entre la mer et la montagne, c'est ce qui fait le charme de la Corse. Voilà, cette espèce de jonction de... Vous vouliez nous proposer tout un tas de balades. Je sais que vous étiez prête à nous emmener jusqu'à l'île de la Réunion. Tout ce qu'on n'aura pas pu dire, on le mettra bien sûr sur la page Facebook des experts européens. Parce que l'île de la Réunion, c'est quand même le petit bout de la France. Mais je voulais qu'on passe par le Maroc, parce que là aussi, il y a de plus en plus de balades, à la fois dans l'Atlas, à la fois dans le désert. Vous nous emmenez à Fès. Là, Fès, on est dans le nord du Maroc. On est dans le nord, on est dans une ville impériale. Je vous propose une rando de remise en forme. Vous êtes entre la randonnée et la balnéothérapie. Vous êtes dans la région de Fès, en fait à 20 km de Fès. Vous avez une petite vers station. Meknès, à peu près, c'est ça par là-bas, Fès, région viticole. Meknès, voilà, viticole. Et vous avez, à 20 km de Fès, vous avez Moulay Yacoub, qui est une petite station thermale. Parce qu'elle parlait espagnol tout à l'heure après le Corse, et maintenant marocain. On peut l'emmener partout. si. Donc voilà. Et elle est incontournable. C'est un lieu même de pèlerinage pour tous les Marocains, puisqu'ils viennent justement dans l'ancienne ville de Moulay Yacoub, qui ressemble d'ailleurs à une ville thermale. Vous avez l'impression de rentrer dans un hammam. Et vous avez une partie beaucoup plus moderne qui a été rénovée dans les années 90. Ils en ont fait un vrai centre de balnéothérapie. Il faut savoir que là-bas, l'eau jaillit à 54 degrés. Elle est très chargée en soufre. Et donc, évidemment, quand vous avez des problèmes de peau, d'eczéma, de rhumatisme, ça fait du bien. Et l'avantage, c'est que vous êtes là-bas dans la marche. Vous allez visiter Éphèse et Meknès, qui sont quand même les deux plus belles villes impériales donc du Nord. Et vous allez pouvoir aussi aller vous balader dans le Moyen Atlas à la rencontre des gens du cru, qui vont pouvoir partager avec vous leur quotidien, leur vie. Et vous serez en pension en plus complète chez eux. Et à Liber Trekking, toujours d'ailleurs en partenariat avec la Pèlerine, parce que ça devient quand même la référence, vous propose justement un forfait qui est autour de 900 €. Tout compris, voyage compris. Il faut savoir que quand vous êtes à Moulay Yacoub et à Asrou, vous êtes quand même dans des maisons d'hôtes ou des hôtels 4 étoiles.
Donc voilà, vous êtes quand même dans du luxe. Et puis après, dans le Moyen Atlas, c'est bien comme ça aussi. Vous êtes en chambre ou chez l'habitant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup les experts Isabelle Quenin et Vanessa Za. Si vous souhaitez en savoir plus sur les randonnées proposées par Vanessa, celles que nous avons citées et d'autres sélections, rendez-vous sur la page Facebook des Experts Europe 1. Nous y mettrons aussi les guides qui vous permettront de bien préparer vos randonnées. Et vous trouverez également des sélections du magazine Oui, le supplément week-end du Nouvel Observateur, notre partenaire, qui sort le 7 novembre prochain. J'aimerais terminer cette émission avec un témoignage, celui d'une randonneuse débutante sur le site du quotidien La Croix. À évoluer sur Terre, c'était comme si je m'étais mise à voler. Et si en route, je n'ai pas répondu à mes questions existentielles, j'y ai découvert beaucoup de sérénité. On vous retrouve demain, Elena, pour parler de la place des écrans et du numérique dans le quotidien des enfants. Ils sont nés avec des tablettes, les écrans plats, les smartphones. Quels sont les plus, quels sont les moins? On en parle demain avec les Experts Europe 1 à l'occasion du salon Kid Expo qui se tient jusqu'à demain à Paris, porte de Versailles. J'attends d'ailleurs vos témoignages, 39 21, touche 3 pour accéder au répondeur des experts ou sur europe1.fr. À suivre les infos, puis Laurent Ruquier et ses complices. Salut!